Evening News. Atmosphère triste à l'autogare d'Erniono suite à l'accident survenu entre la compagnie et un camion mardi à Zambougou, non loin de Ségou. Les détails avec nos reporters. Notre rédaction a fait une édition spéciale hier sur le passage du Premier ministre devant les membres du CNT pour l'adoption du PAG. Plus de précisions dans cette édition. À l'international en Afghanistan, des dégâts dans la zone verte de Kaboul, des incidents qui surviennent après la mort de 8 civils à la voiture piégée. Aimables téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous dans Joliba Evening News, une édition que nous commençons avec cette nouvelle triste, notamment l'accident survenu ce 3 octobre sur la route de Ségou. Nos équipes se sont rendues à l'autogare d'Erniono, située à Faladje, la compagnie de transport du bus accidenté. Oumou Makalou, Adama Sanogo et Bakoroba Nyare pour le reportage. Une ambiance triste au sein de l'agence de voyage Erniono suite à l'accident d'un car de la compagnie avec un camion 10 tonnes survenu dans la journée du mardi. Selon Abdoulaye Sangaré, le représentant d'Erniono, c'est l'éclatement d'un des pneus du 10 camion qui est à l'origine de cet accident qui a causé au moins 40 morts selon les sources. Quand le car venait, il y a un camion 10 tonnes chargé de passagers et de marchandises en transport mixte. Bon, les pneumatiques n'étant pas bonnes, le camion a cassé une roue avant. Donc le chauffeur n'a pas pu maîtriser le camion et finalement le camion est parti cogner, sinon heurter le bus. Il ajoute que la négligence de la visite technique des propriétaires de voitures est aussi la cause de nombreux accidents. Suite à cet accident, je sais que ce n'est pas la faute du chauffeur de bus, mais c'est le défaut de visite technique. Parce qu'un camion qui n'a pas de bons pneus, des vieux pneus, si ça éclate, le chauffeur ne peut pas le maîtriser. Et c'est ce qui a provoqué l'accident. Un passager rencontré sur place embouche dans la même trompette. L'État malien doit veiller à la bonne visite technique des camions de 10 tonnes. Les postes de contrôle voient ces voitures porter des poids lourds et les laissent passer alors qu'ils sont dans de mauvais états. Si les chauffeurs, eux, conduisent d'une certaine façon, ça risque de causer des dégâts. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés et que les âmes perdues reposent en paix. Daouda Djakité rassure toutefois les passagers d'Erniono de ne pas céder à la panique suite à cet accident. Le fait de voir cet accident se passer ici ne nous a pas plu. Les passagers qui veulent venir pour voyager n'ont rien à craindre. Les autorités routières sensibilisent les chauffeurs à rouler sur les axes avec une allure recommandée. Et ce, pour freiner la taille des dégâts et de pertes en vies humaines en cas d'accident. À présent, toute autre chose, notamment le décryptage de l'édition spéciale sur le PAG du Premier ministre. Après l'adoption du plan d'action gouvernemental du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, notre rédaction a fait une édition spéciale hier sur le passage du Premier ministre devant les membres du CNT. 3 observateurs de la vie politique malienne étaient sur notre plateau pour en parler. Le décryptage avec El Hadj Malik Guiteye. Le plan d'action gouvernemental du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga est au cœur de l'actualité politique malienne. Après l'exercice de lundi passé qui a conduit à l'adoption de ce plan d'action, notre rédaction a décortiqué les principaux axes à travers une édition spéciale. De prime abord, la qualité du débat au CNT laisse à désirer selon certains observateurs. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient de la hargne contre la personne même du Premier ministre. C'est pourquoi certaines interpellations étaient hors contexte, tout simplement. Donc il y avait ça parce qu'il y a des anciens alliés, il y a aussi des anciennes déclarations qui se sont retournées contre lui. Mais bon, le débat de fond, il y en avait très peu en réalité. Estimé à 2050 milliards de francs CFA, la mobilisation des fonds pour le financement de ces plans d'action en cette période de crise sanitaire et économique sera très difficile selon nos invités. Il y a des doutes et nous sommes dans le cas d'hypothèse. Mais comme nous sommes dans un plan d'action qui est axé sur les résultats, les ajustements peuvent être faits en fonction des recettes qui sont dégagées pour pouvoir faire les dépenses. Moi, j'ai peu d'espoir qu'on puisse lever ces fonds-là, surtout dans un contexte où il y a des parties où on ne peut plus relever des recettes. Au Mali, ici, il y a une bonne partie du territoire qui n'est pas contrôlée et on a perdu une bonne... Et donc, c'est quand même compliqué.
L'article 39, ce fameux caillou qui est toujours dans les chaussures du gouvernement, revient encore au devant de la scène. Pour nos invités, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités. Et si aujourd'hui on parle de l'article 39, tout cela montre l'amateurisme de l'État, des dirigeants de l'État. Sinon cet article 39 ne serait pas aujourd'hui dans le statut particulier des enseignants. Cela veut dire qu'au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la fonction publique, il y a des conseillers qui n'ont pas fait leur travail. L'article 39, moi, je pense que l'État ou les techniciens de l'État se sont peut-être quelque peu fourvoyés en réalité. C'est-à-dire que quand vous accordez un statut particulier, il faudra enlever les dispositions du statut général. Lorsqu'on va répercuter l'alignement des grilles à nouveau sur le statut des enseignants, l'UNTM va se lever encore. Concernant la question de l'organisation des élections générales, deux de nos invités restent pessimistes par rapport à leur tenue sur l'ensemble du territoire national. Il ne faut pas s'attendre à des élections libres, transparentes, crédibles sur l'ensemble du territoire. Il y a des zones, moi je fais régulièrement le terrain, j'ai quitté le CNO Bancasse il n'y a pas longtemps, mais il y a des zones contrôlées par des groupes armés, il y a des zones inaccessibles, des populations qui sont préoccupées par le quotidien, certaines n'iront même pas voter, disons les choses comme ça. Donc, n'attendons pas sur l'ensemble du territoire à des élections libres, crédibles et transparentes. Il va falloir faire des bonnes élections, mais sur une base consensuelle. Ce que les Maliens vont décider, il faut qu'on se mette d'accord sur l'essentiel. On ne peut pas avoir des élections aux normes internationales sur toute l'étendue du territoire, ce serait illusoire. Ce n'est pas évident qu'on puisse même le faire dans 5 ans. Cette position est contraire à celle de Charana Takiou qui appelle le Premier ministre à plus de responsabilités. Il est du devoir du Premier ministre d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Ça fait partie d'un de ses axes, le renforcement de la sécurité pour pouvoir permettre la tenue des élections. Il faudra que les élections se tiennent partout en République du Mali. Ça doit être un objectif. Décliné en 4 axes et fondé sur 3 piliers fondamentaux, le plan d'action du Premier ministre est adopté par les membres du CNT en dépit des interrogations et des doutes émis par rapport à son exécution et surtout le timing qui semble ne pas convenir selon plusieurs observateurs. La nouvelle génération et ses centres d'intérêt, le monde virtuel étant le premier centre d'intérêt de la génération actuelle, il n'est pas rare de voir des propos choquant la sensibilité des jeunes internautes. Au Mali, de nombreux artistes tirent leur succès de l'engouement autour du réseau social TikTok. Un succès pas sans conséquence quand le titre choisi contient des lyriques pouvant être jugées contraires aux bonnes mœurs. Aminata Chektal. Resté dans l'anonymat depuis le début de sa carrière, le rappeur malien nommé Wizi Wozo a récemment fait le buzz sur les réseaux sociaux, ce qui l'a conduit sur plusieurs plateaux télé, provoquant son succès soudain. Arrêté hier par la brigade d'investigation judiciaire BIJ sur ordre du parquet de la commune 4, puis libéré quelques heures après, il serait interpellé pour atteinte à la pudeur et apologie du viol collectif dans l'une de ses chansons intitulée 1-1. Ces propos en langue bambara qui peuvent être traduits littéralement par « si une fille te manque de respect, organise un viol collectif contre elle » sont dits à 4 reprises par l'artiste et défrayent la chronique sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Un acte vu comme une atteinte à la pudeur, aux mœurs et aux valeurs de notre société par plusieurs internautes et défenseurs des droits des femmes. Les extraits du morceau ayant fait le buzz sur la toile pendant plusieurs semaines, son arrestation, comme celui de bon nombre d'artistes auxquels on a assisté ces derniers mois, sont régis par la loi numéro 2019-056 portant répression de la cybercriminalité. En effet, le 5 décembre 2019, le président de la République du Mali a promulgué la loi numéro 2019-056 portant répression de la cybercriminalité. Bien qu'opportunes et pertinentes, certaines de ces dispositions sont vues comme constituant des menaces potentielles à la vie privée et à la liberté d'expression en ligne, en particulier compte tenu des défaillances dites démocratiques du Mali et de son faible classement en matière de liberté de la presse. S'appliquant à toute infraction commise au moyen des technologies de l'information et de la communication TIC, en tout ou partie sur le territoire de la République du Mali, toute infraction commise dans le cyberspace et dont les effets se produisent sur le territoire
national, cette nouvelle loi fait partie d'un cadre législatif jugé nécessaire pour soutenir les réformes dans le secteur des TIC, conformément à la déclaration de politique sectorielle des télécommunications du Mali de l'année 2000. Pendant que certains internautes jugent ces arrestations abusives et inutiles, beaucoup trouvent que cette nouvelle loi sur la cybercriminalité arrive à point nommé et voit en elle un moyen rapide et efficace pour nettoyer le cyberspace malien. Que savez-vous du monument aux idéogrammes Bougiba? Situé dans la zone de l'ACI 2000, le monument, l'obélisque, symbolise l'unité. Il véhicule des messages à travers des inscriptions dans les systèmes d'écriture africaines. Des inscriptions qui démontent la thèse de l'absence d'un système d'écriture africain antécolonial. Suivons le reportage de Haruna Salia Kone. L'obélisque est une colonne en forme d'aiguille quadrangulaire, surmontée d'une pointe pyramidale. Communément appelé au Mali Bougiba, il est situé à l'ACI 2000. Il comporte 25 idéogrammes de différentes origines ethniques maliennes ainsi que des signes de l'alphabet Ngo. Il est l'incarnation des systèmes d'écriture de l'Afrique avant la colonisation. Notre obélisque rappelle les mégalithes de Tondi Darou, près de Gundam, dans le nord du Mali. Il symbolise l'unité. Le monument est décoré des 4 côtés d'idéogrammes et d'écritures Ngo. Des inscriptions qui véhiculent des messages sur l'homme et son univers. L'idéogramme Dogon parle du mariage. Il est inscrit, je cite, « Par le mariage, la femme et l'homme sont la lumière du monde et la marque de Dieu. » L'écriture Ngo parle de l'aspect instable du monde. Il dit, « Le monde peut tanguer comme l'eau de la grande jarre, le monde ne coule jamais. » L'idéogramme Bambara parle de la sacralité de nos ancêtres. Il dit, je cite, « L'ancêtre est la lumière de la maison, comme la personne est le feu de la création. » Enfin, l'idéogramme Bozo parle naturellement de l'eau, de sa vitalité et de sa superpuissance. Il est inscrit l'eau du ciel, l'eau de la terre, du Niger, l'eau du lac et l'eau du puits donnent la puissance, mais aussi la vie et la mort. Symbole d'histoire, ce monument a lui aussi son histoire. Il a été transféré de son premier site d'emplacement qui était juste en face du cinéma Babemba en 2001. Un transfert lors duquel il a hérité de sa forme actuelle. À présent, allons sur les traces de Nana Alassane Touré, militante des droits de l'homme. Sociologue de formation, elle est aujourd'hui chercheuse sur les problématiques de genre, de paix et de sécurité. Suivons son portrait avec Haruna Salia Kone. Nana Alassane Touré, sociologue de formation, militante des droits de l'homme. Après une maîtrise en sociologie obtenue à l'université de Bamako, elle fait un master professionnel en décentralisation et développement local, option gestion environnementale à l'Institut universitaire du développement territorial. Elle s'envole ensuite pour la Suisse pour faire un executive master en politique et pratique de développement à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Nana obtient plus tard une certification en méthodologie de recherche scientifique à l'Université de Columbia aux États-Unis. Des parchemins qui lui ont ouvert grandement les portes du monde professionnel au plus haut niveau. J'ai travaillé pour plusieurs organisations internationales, notamment pour Amnesty International en tant que coordinatrice adjointe croissance mobilisation. Ensuite, j'ai travaillé pour Accord International en tant que chargée de renforcement des capacités, après en tant que coordinatrice de projet. Après pour CECI Canada comme chef de projet et après pour le secrétariat exécutif de PTF en qualité de coordinatrice adjointe. Mais il faut aussi noter que j'ai fait plusieurs prestations intellectuelles pour des boîtes de recherche, pour des bureaux d'études installés ici au Mali et dans d'autres pays. Un parcours élogieux, fort de ses expériences obtenues dans les organisations des droits de l'homme. Nana lutte pour un monde dans lequel la femme a son mot à dire. L'aspect économique, les femmes ne sont pas indépendantes économiquement, elles ne sont pas indépendantes émotionnellement. Donc il faut que les femmes arrivent à s'en sortir, à s'imposer sur le plan professionnel, etc. Il faut qu'elles arrivent à être indépendantes économiquement et émotionnellement. Mais malheureusement, on est dans une société où on éduque la petite fille à être soumise.
à ne pas s'exprimer comme il faut, à ne pas montrer sa personnalité, à ne pas dire ce qu'elle pense réellement. Donc du coup, ça fait que même si elle devient une femme, elle reste tout le temps cette personne soumise, calme, qui est là, qui accepte tout des autres, ce qui n'est pas normal. Mère de 2 filles, elle pense que le combat pour l'épanouissement de la femme passe par l'envoi et le maintien des filles à l'école. Alors moi, la première des choses, il faut envoyer les filles à l'école. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer les filles à l'école, mais il faut que les filles restent à l'école. Parce que souvent, on envoie les filles à l'école à 13 ans, 14 ans, 15 ans. On enlève les filles de l'école pour les donner au mariage, ce qui n'est pas normal. Donner la chance aux filles de partir à l'école, il faut leur donner aussi la chance de rester à l'école, de continuer leurs études après, de pouvoir occuper des postes de responsabilité. Militante féministe, Nana opte pour le combat pour une société égalitaire, pas pour déclencher un bras de fer entre les hommes et les femmes. Elle préconise la complémentarité. Cette lutte ne doit pas être aperçue par les hommes comme un affrontement. C'est pas une guerre quoi, mais il faut faire comprendre aux hommes que les hommes et les femmes sont complémentaires. Si les hommes travaillent seulement pour eux, leur propre développement, en oubliant la femme, on ne peut pas avoir une société développée. Si les femmes travaillent seulement de leur côté en oubliant les hommes, on ne peut pas avoir une société développée. Et nous sommes tous des êtres humains, on mérite les mêmes opportunités, les mêmes chances. Le rêve de Nana est de voir une société malienne qui offre à ses enfants une égalité de chances, gage d'un développement harmonieux. Oui, l'égalité pour les femmes signifie des progrès pour tous, pour paraphraser Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Et voici l'image du jour consacrée à l'Opéra de Sydney. L'Opéra de Sydney est l'un des plus célèbres bâtiments du XXe siècle et un haut lieu de représentation des arts, notamment lyriques. Son architecture originale, qui ressemble à un voilier pour les uns ou à un coquillage pour les autres, a été imaginée par le Danois Bjørn Utzon, situé dans le port de Sydney à Bennelong Point. Il est entouré d'un parc boisé au sud et est voisin du célèbre pont Harbour Bridge d'une seule arche. Le paysage qui en résulte est devenu un symbole de l'Australie et de Sydney particulièrement. L'opéra est aujourd'hui une attraction touristique majeure de la ville, bien que la plupart des visiteurs n'aient pas l'occasion d'assister à une représentation. Siège de l'Opéra d'Australie, de la Compagnie de théâtre de Sydney et de l'Orchestre symphonique de Sydney, l'opéra accueille également beaucoup de productions artistiques étrangères en tournée. Il est administré par l'Opéra House Trust, structure régie par le ministère des Arts de la Nouvelle-Galles du Sud. À présent, voici l'actualité internationale avec Fanta Diarra. La journée historique de protestation le mois dernier aura certainement un impact négatif sur l'économie cubaine déjà en difficulté, alors que les relations avec les États-Unis se détériorent davantage et pourrait surtout accélérer le rythme des réformes, ont déclaré des experts. Alors que les autorités ont rapidement étouffé les troubles, le président américain Joe Biden a répondu en qualifiant le pays dirigé comme les communistes d'État en faillite et a sanctionné l'armée et la police. Claquant la porte aux espoirs d'un retour à la détente de l'ère Obama, le secteur du tourisme de la nation des Caraïbes est fermé, comme il l'a été pendant la majeure partie des 18 derniers mois à cause du Covid-19. L'économie a baissé de 10,8% en 2020 et de 2% supplémentaires de janvier à juin de cette année. Par rapport à la même période en 2020, selon les chiffres officiels, les importations ont chuté d'environ 40% au cours des 18 derniers mois. Depuis les manifestations, le gouvernement a promis d'accélérer l'approbation des réglementations tant attendues, donnant un statut juridique aux petites et moyennes entreprises existantes et futures. Les voyageurs peuvent désormais apporter toute la nourriture et les médicaments qu'ils souhaitent en franchise de droit et les résidents sont pour la première fois libres de vendre des biens d'occasion neufs dans les garages et les porches, entre autres modifications mineures apportées à l'économie dominée et centralisée par l'État.
Plus de 700 agents de santé et patients sont décédés depuis décembre 2017 et plus de 2000 ont été blessés dans des attaques contre des établissements de santé, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des Nations unies publié le 3 août 2021. Pour le directeur des interventions sanitaires d'urgence de l'OMS, Altaf Moussani. L'impact de ces attaques contre les soins de santé va bien au-delà de la mort. La ramification de telles attaques, en particulier à la lumière de la réponse au Covid-19, est importante et alarmante. Leur impact se répercute sur la santé mentale des travailleurs, de la santé et leur volonté de se présenter au travail, ainsi que sur la volonté des communautés de rechercher des soins de santé et réduit également considérablement les ressources pour répondre à une crise sanitaire, entre autres. L'effet d'entraînement d'un seul incident est énorme et a un impact durable sur le système de santé dans son ensemble. Impact on the health system at large. Le pape François s'exprimant lors de sa première audience générale depuis qu'il a subi une chirurgie intestinale il y a un mois et l'occasion du premier anniversaire d'une explosion massive à Beyrouth, a déclaré qu'il avait un grand désir de visiter le Liban. François, 84 ans, qui avait l'air en forme et a improvisé des parties de son discours, a également souhaité du succès aux efforts du président français Emmanuel Macron pour lever plus de 350 millions de dollars d'aide au Liban lors d'une conférence des donateurs. Le pape a déclaré que beaucoup de personnes dans le pays qui font face à une grave crise économique avaient perdu la volonté de vivre. Les donateurs devraient aider le Liban sur la voie de la résurrection, a-t-il déclaré. Des bâtiments et des véhicules endommagés ont été vus dans la zone verte fortement fortifiée de la capitale afghane, Kaboul, ce mercredi 4 août après qu'une voiture piégée ait frappé le site la nuit précédente. 8 civils ont été tués et au moins 20 autres blessés, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, ajoutant que les opérations des forces de sécurité se sont terminées par la mort de tous les assaillants. Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le ministre par intérim de la Défense, Bismillah Mohammadi, a déclaré que sa maison était la cible et que lui et sa famille immédiate allaient bien que certains de ses gardes du corps aient été blessés. L'attaque au cœur de l'une des zones les plus sécurisées de Kaboul est survenue lors d'une escalade de la violence des talibans. Les attaques ont fortement augmenté depuis que le président Joe Biden a annoncé que les troupes américaines partiraient d'ici septembre. Les talibans intensifient leurs attaques contre les grandes villes. Aimables téléspectateurs, c'est la fin de ce Joliba Evening News. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. La suite de l'actualité, c'est bien sûr sur nos pages et réseaux sociaux. Excellente suite de programme en notre compagnie. Joliba Evening News.